Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Aussi, c'est des thèmes qui vous parlent. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir les techniques d'échantillonnage. Les techniques d'échantillonnage jouent un rôle essentiel en statistique et dans la data science. Imaginez que vous vouliez tirer des conclusions sur une vaste population sans pouvoir interroger chaque individu. Les échantillons permettent d'y parvenir efficacement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types d'échantillonnage, comprendre leurs caractéristiques et utilisations et enfin étudier des exemples concrets pour mieux assimiler ces concepts. Comment sélectionner un échantillon? Plusieurs techniques existent divisées en deux grandes catégories. Donc, nous avons l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage non probabiliste. Commençons par voir les types d'échantillonnage probabiliste. Pour cela, nous allons commencer avec l'échantillonnage aléatoire simple. L'échantillonnage aléatoire simple est une technique de base dans laquelle chaque membre de la population a une chance égale d'être sélectionné pour faire partir de l'échantillon. Cela garantit que l'échantillon obtenu est représentatif de la population globale, minimisant ainsi les biais. Comment ça fonctionne? Chaque membre de la population doit être identifié clairement et énuméré. En 2, on doit déterminer la taille de l'échantillon. En 3, on doit utiliser une méthode de tirage au sort pour choisir N membres de la population sans remplacement, ce qui signifie qu'une fois qu'un membre est sélectionné, il ne peut être choisi à nouveau. Voyons voir un exemple concret. Supposons que nous voulons étudier les habitudes alimentaires des étudiants d'une université qui comporte 2000 étudiants. Nous décidons que notre échantillon doit comprendre 3000 étudiants pour assurer une analyse statistique fiable. Voici comment nous allons procéder. Nous allons d'abord lister tous les étudiants. Donc, chaque étudiant est assigné à un numéro unique de 1 à 2000. Par la suite, on va utiliser un outil de sélection aléatoire. Donc, étant donné que nous, on veut sélectionner 300 étudiants pour réaliser notre étude, on va dans ce cadre-là utiliser un logiciel ou une table de nombres aléatoires pour sélectionner les 300 numéros uniques entre 1 et 2000. En 3, on va collecter les données. Les étudiants correspondant au numéro tiré sont interrogés sur leur habitude alimentaire. En conclusion, ce type d'échantillonnage est précieux pour sa simplicité et son efficacité, surtout lorsque l'on dispose d'un accès complet à la population et que la taille de l'échantillon n'est pas trop grande par rapport à la population totale. Il est largement utilisé dans divers domaines tels que la recherche en santé, les études de marché et les sondages sociaux pour assurer que chaque individu a une chance égale d'être choisi, reflétant ainsi fidèlement les caractéristiques de la population entière. En 2, nous allons voir l'échantillonnage systématique. L'échantillonnage systématique est une méthode d'échantillonnage probabiliste où les éléments de l'échantillon sont sélectionnés à intervalles réguliers à partir d'une liste ordonnée de la population. Cette technique combine les éléments de l'échantillonnage aléatoire simple et ajoute une approche systématique pour garantir que la sélection couvre uniformément toute la population. Comment ça fonctionne? La population est arrangée dans une liste ordonnée qui peut être basée sur un critère comme l'ordre alphabétique, géographique ou par numéro d'identification. Deuxièmement, on va déterminer l'intervalle de sélection. Donc, l'intervalle est calculé en divisant la taille totale de la population par la taille souhaitée de l'échantillon. Par la suite, un point de départ est choisi au hasard entre 1 et l'intervalle. En 4, à partir du point de départ, chaque km élément de la liste est sélectionné jusqu'à ce que la taille de l'échantillon désiré soit atteint. Voyons voir un exemple. Imaginons une entreprise qui a une liste de 10 000 employés et souhaite réaliser une enquête sur la satisfaction au travail. L'entreprise décide de choisir un échantillon de 200 employés pour l'enquête. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer l'intervalle de sélection? Donc ici, on a la population. La taille de notre population est de 10 000. Donc, la taille souhaitée de l'échantillon, c'est
200. Donc, du coup, notre intervalle, ici, c'est la taille de la population, donc grand N, divisé par petit n, la taille de l'échantillon. Donc, ici, on veut 200. Donc, on va faire 10 000, la population totale, divisée par l'échantillon voulu, donc 200, ce qui nous donne 50. Donc, par la suite, on va choisir notre point de départ. Donc, un nombre aléatoire entre 1 et 50 est choisi. Disons ici 18. Une fois qu'on a ce nombre de départ, on va sélectionner des éléments à partir du 18e employé. Chaque 50e employé est sélectionné. Du coup, on va sélectionner le 18e employé. Par la suite, on va faire 18 plus les 50 qu'on a trouvés, donc ça nous donne 68. Donc on va sélectionner le 68e employé par la suite, ainsi de suite, jusqu'à atteindre 200 employés. En conclusion, cette méthode est utile pour garantir une dispersion uniforme de l'échantillon à travers toute la population en réduisant le risque de biais de clustering que l'on pourrait rencontrer avec d'autres méthodes d'échantillonnage. Elle est particulièrement efficace pour des grandes populations complètes où une couverture complète pour une sélection aléatoire serait coûteuse ou logiquement difficile. Toutefois, elle peut être inadaptée si la liste a des schémas périodiques qui pourraient synchroniser avec l'intervalle de sélection, menant ainsi à un échantillonnage biaisé. Par la suite, nous allons voir l'échantillonnage stratifié. L'échantillonnage stratifié est une technique qui améliore la représentativité de l'échantillonnage en divisant la population en sous-groupes homogènes appelés strates avant la sélection des éléments de l'échantillon. Cette méthode est utilisée pour assurer que les caractéristiques spécifiques sont proportionnellement représentés dans l'échantillon. Comment ça fonctionne? Les strates sont définies de manière à ce que les membres de chaque strate soient aussi similaires que possible entre eux, mais différents des membres des autres strates. Les critères de stratification peuvent inclure des facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, les revenus, etc., etc. En deux, on va réaliser une sélection aléatoire dans chaque strate. Une fois la population divisée en strates, un échantillon aléatoire est prélevé dans chaque strate. Cette sélection peut être proportionnelle à la taille de la strate par rapport à la population totale ou égale pour chaque strate, selon l'objectif de l'étude. Alors, supposons que nous souhaitons étudier les préférences musicales des habitants d'une grande ville. La ville est divisée en termes d'âge et de quartiers de résidence qui sont deux facteurs susceptibles d'influencer les goûts musicaux. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour avoir notre échantillon? En 1, on va définir les strates. Donc, en termes d'âge, on va regarder les moins de 18 ans et on peut regarder également les 18 ans à 35 ans et les 36 ans à 55 ans et plus de 55 ans. OK? Par rapport aux quartiers, on va regarder les quartiers du nord, du sud, d'est, d'ouest de la ville. En 2, pour les besoins de l'étude, on peut décider que chaque strate d'âge dans chaque quartier doit être représentée par 50 individus, assurant que toutes les combinaisons d'âge et de quartier soient équitablement représentées. Nous utilisons des méthodes de tirage aléatoires pour sélectionner les individus dans les listes de résidence de chaque quartier segmentées par âge. En 3, on va réaliser la collecte des données. Les individus sélectionnés sont interrogés sur leurs genres musicaux préférés, leurs artistes préférés et leurs habitudes d'écoute. En conclusion, l'échantillonnage stratifié garantit que l'étude reflète les variations des préférences musicales, non seulement entre différents groupes d'âge, mais aussi entre différents secteurs de la ville. Cette approche réduit les biais de sélection et améliore la précision des estimations pour l'ensemble de la population de la ville. Maintenant, voyons voir l'échantillonnage en grappe. L'échantillonnage en grappe est une technique d'échantillonnage probabiliste utilisée lorsque les membres d'une population sont regroupés naturellement en sous-ensembles géographiquement ou organisationnellement distincts, appelés
grappes. Cette méthode est souvent utilisée pour réduire les coûts et la complexité logistique lors de la collecte des données sur des grandes populations dispersées géographiquement. Comment ça fonctionne? La population est divisée en groupes distincts qui peuvent être des écoles, des villages, des blocs d'appartements, etc., etc. Chaque grappe devrait être un petit reflet de la population entière. Deuxièmement, un certain nombre de ces grappes sont sélectionnées aléatoirement pour l'enquête. Tous les individus au sein des grappes sélectionnées sont ensuite inclus dans l'échantillon. En ce qui concerne la collecte des données, les données sont collectées de chaque membre des grappes sélectionnées. Voyons voir un exemple concret. Imaginons une organisation de santé publique souhaitant étudier la prévalence d'une maladie spécifique dans un grand pays. Pour cela, elle décide d'utiliser l'échantillonnage en grappes. En 1, le pays est divisé en régions géographiques distinctes comme des districts ou des communes. Deuxièmement, l'organisation sélectionne aléatoirement un certain nombre de ces districts. Supposons qu'il y ait 100 districts dans le pays et l'organisation en sélectionne 10. En 3, en ce qui concerne la collecte des données, les enquêteurs visitent chaque maison dans les 10 districts sélectionnés et recueillent des informations sur la santé de chaque résident. En conclusion, l'échantillonnage en grappe est utile pour des enquêtes à grande échelle où il serait trop coûteux et peu pratique de sélectionner et d'atteindre des individus au hasard à travers tout le pays. L'échantillonnage en grappe permet une couverture étendue tout en maintenant les coûts et les efforts logistiques à un niveau gérable. Toutefois, il peut introduire un biais si les grappes ne sont pas suffisamment représentative de la population dans son ensemble, ou si la variabilité entre les grappes est grande par rapport à la variabilité au sein des grappes. Voyons voir maintenant les échantillonnages non probabilistes. Ces méthodes reposent sur des critères non aléatoires. Nous allons voir pour cela l'échantillonnage de commodité. L'échantillonnage de commodité est une technique d'échantillonnage non probabiliste qui consiste à sélectionner des individus pour une étude en fonction de leur disponibilité et de leur proximité, sans suivre un processus de sélection aléatoire. Cette méthode est souvent choisie pour sa simplicité et son coût réduit, mais elle peut introduire un biais significatif car elle ne garantit pas que l'échantillon soit représentatif de la population globale. Comment ça fonctionne? Les participants sont choisis sur la base de leur accessibilité facile et rapide. Il n'y a pas de tentative pour randomiser ou systématiser le processus de sélection. En ce qui concerne la collecte des données, les données sont recueillies rapidement auprès des individus disponibles, souvent dans des lieux où ils se rassemblent naturellement. Voyons voir un exemple concret. Supposons qu'un chercheur en marketing souhaite comprendre les habitudes des consommateurs envers un nouveau produit de boisson. Plutôt que de mettre en place un échantillon aléatoire ou coûteux et chronophage, le chercheur choisit de réaliser une enquête rapide dans un centre commercial local. Pour cela, le chercheur se place à l'entrée d'un grand supermarché ou d'un centre commercial où il est facile d'aborder les passants. Deuxièmement, le chercheur aborde des clients qui semblent disposés à parler et qui sont facilement accessibles sans critères de sélection autre que leur présence dans le lieu et leur disponibilité à répondre rapidement questions. En ce qui concerne la collecte des données, les clients sont interrogés sur leurs préférences en matière de boissons, leur fréquence d'achat et leur réaction face aux nouveaux produits proposés. En conclusion, bien que l'échantillonnage de commodité puisse fournir des informations précieuses rapidement et à faible coût, les résultats obtenus peuvent ne pas être généralisables à l'ensemble de la population des consommateurs de boissons. Les personnes qui fréquentent ce centre commercial peuvent avoir des caractéristiques ou des préférences spécifiques qui ne reflètent pas celles de tous les consommateurs. Le deuxième type d'échantillonnage non probabiliste que nous allons voir s'agit de l'échantillonnage par jugement. Avec l'échantillonnage par jugement, les éléments sont sélectionnés sur la base du jugement ou de l'expertise du chercheur. Cette technique
est utilisé lorsque les chercheurs ont une raison spécifique de choisir certains sujets qui sont considérés comme particulièrement pertinents ou représentatifs pour l'objectif de l'étude. Comment ça fonctionne? Le chercheur identifie les caractéristiques et les critères essentiels que les participants doivent posséder pour répondre aux objectifs de l'étude. Deuxièmement, basé sur ces critères, le chercheur choisit délibérément des individus qui correspondent au profil recherché. En ce qui concerne la collecte des données, les données sont collectées auprès des participants sélectionnés spécifiquement pour leur pertinence par rapport à l'étude. Voyons voir un exemple concret. Supposons qu'un universitaire souhaite étudier l'impact des nouvelles réglementations de la biodiversité dans des zones forestières protégées. Le chercheur est particulièrement intéressé par l'opinion des experts en écologie qui ont travaillé directement avec ces réglementations. En 1, le chercheur décide que les participants doivent être des écologistes ayant au moins 10 ans d'expérience dans la gestion des zones forestières protégées. Par la suite, le chercheur va identifier et sélectionner un groupe d'écologistes renommés qui ont publié des travaux sur la biodiversité ou qui ont été impliqués dans l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques environnementales. En ce qui concerne la collecte des données, des entretiens en profondeur sont réalisés avec ces experts pour comprendre les implications des réglementations et obtenir des insights basés sur leur expérience et leur expertise. En conclusion, l'échantillonnage par jugement est particulièrement utile dans les études qualitatives où la compréhension en profondeur d'un phénomène spécifique est plus importante que la généralisation à une population plus large. Cette méthode permet aux chercheurs de cibler précisément des informations qui seraient difficiles à obtenir par d'autres méthodes d'échantillonnage. Toutefois, le choix subjectif des participants peut introduire des biais et les résultats peuvent ne pas être généralisables à l'ensemble de la population étudiée. Prochain type d'échantillonnage que nous allons voir concerne l'échantillonnage boule de neige. L'échantillonnage boule de neige est typiquement utilisé quand la population cible est difficile d'accès ou rare. Cette technique tire son nom de l'effet boule de neige où les participants recrutés aident ensuite à recruter d'autres participants parmi leurs connaissances. Elle est particulièrement utile pour atteindre des populations qui sont connectées par des liens sociaux ou professionnels spécifiques. Voyons voir son fonctionnement. Les participants sont généralement identifiés grâce à des contacts existants ou par des biais de leur coopération préalable dans une recherche. Deuxièmement, chaque participant est demandé à fournir des références ou identifier d'autres personnes qui répondent aux critères de l'étude. L'échantillon est étendu en demandant à chaque nouveau participant de recommander d'autres, créant ainsi un effet boule de neige. Voyons voir un exemple concret. Supposons qu'un chercheur souhaite étudier les expériences des personnes vivant avec une maladie rare. Les individus atteints de cette maladie sont dispersés et peuvent ne pas être ouverts au partage d'informations avec des inconnus pour des raisons de confidentialité ou de stigmatisation. Donc, le chercheur pourrait commencer par quelques patients connus grâce à des cliniques spécialisées ou des groupes de soutien. Ces patients sont ensuite demandés à suggérer d'autres patients qu'ils connaissent personnellement qui pourraient également être disposés à participer à l'étude. Enfin, chaque nouveau participant est également invité à recommander d'autres, augmentant progressivement le nombre de participants. En conclusion, cette méthode permet non seulement de rassembler un échantillon pertinent pour l'étude, mais elle aide aussi à surmonter les barrières d'accès à une population qui pourrait autrement rester sous-représentée dans la recherche. Toutefois, comme l'échantillonnage boule de neige repose sur des réseaux personnels, il peut introduire un biais de non-représentativité, car les personnes dans un réseau tendent à être plus similaires entre elles qu'à la population générale. Le dernier type d'échantillonnage que nous allons voir est l'échantillonnage par quota. L'échantillonnage par quota vise à garantir que certaines caractéristiques de la population sont représentées de manière proportionnelle dans l'échantillon. Contrairement à l'échantillonnage
échantillonnage stratifié, l'échantillonnage par quota implique de remplir des quotas prédéfinis par ses caractéristiques sans nécessairement sélectionner les participants de manière aléatoire. Voyons voir le fonctionnement. Le chercheur identifie les caractéristiques importantes pour l'étude, comme l'âge, par exemple le sexe, le niveau socio-économique, etc., etc. Par la suite, il détermine les proportions de ces caractéristiques dans la population cible. Deuxièmement, les participants sont ensuite recrutés pour remplir ces quotas. Le recrutement continue jusqu'à ce que le quota pour chaque catégorie soit atteint, assurant ainsi une représentation proportionnelle des groupes dans l'échantillon. En ce qui concerne la collecte des données, une fois les quotas remplis, les données sont collectées auprès des participants sélectionnés. Voyons voir un exemple concret. Supposons qu'une entreprise de cosmétiques souhaite étudier les préférences en matière de produits de soins de la peau selon le sexe et l'âge dans une grande ville. L'entreprise souhaite s'assurer que son échantillon reflète la composition démographique de la ville. En 1, l'entreprise va définir des quotas. Par exemple, en termes de sexe, 50% de femmes, 50% d'hommes, selon la répartition démographique de la ville. En 2, l'âge, donc on va peut-être dire 20% de notre échantillon sera composé des 18-25 ans, 30% des 26-35 ans, 25% de 36 ans à 45 ans, 15% de 46 ans à 55 ans, par la suite 10% de plus de 56 ans. Très bien, l'entreprise par la suite pourrait engager des enquêteurs pour intercepter des personnes dans des lieux publics ou utiliser des canaux en ligne pour recruter des participants qui correspondent aux catégories d'âge et de sexe jusqu'à ce que les quotas pour chaque groupe soient atteints. En ce qui concerne la collecte des données, une fois les quotas remplis, un questionnaire est administré aux participants pour recueillir des informations sur leurs préférences et habitudes d'achat de produits de soins de la peau. En conclusion, l'échantillonnage par quota est utile pour les études de marché ou les sondages d'opinion où la représentation de certains groupes démographiques est cruciale pour l'analyse. Cependant, puisque la sélection des participants n'est pas aléatoire, il peut y avoir un biais dans les données recueillies, car les participants peuvent ne pas être représentatifs de chaque strate au-delà des caractéristiques spécifiées pour les quotas. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce qui est primordial à retenir est que si on souhaite réaliser des études précises et rigoureuses, dans ce cadre-là, il est préférable d'utiliser un échantillonnage probabiliste. Dans le cas où on souhaite réaliser des études rapides ou exploratoires, dans ce cadre-là, il est préférable d'opter pour des méthodes non probabilistes. Très bien, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.